Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme, les yeux fermés. En rétrospective, pas besoin d'autres témoins, là. C'est vrai que ça a pris une débarque, c'est un moyen temps. Il faut maintenir cette petite tension-là, c'est toujours payant. Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. Tu vois une incohérence dans l'action du gouvernement par rapport au privé en santé. En fait, en 48 heures, on a vu finalement le gouvernement prétendre une chose et son contraire. Je m'explique. Dépôt du projet de loi 83 pour éventuellement obliger les nouveaux diplômés en médecine à travailler dans le public pendant 5 ans. Puis l'excuse ou finalement le justificatif qu'on nous donne, c'est que il ne faut pas laisser le privé gruger la place parce qu'on voit une tendance lourde, une tendance importante d'étudiants qui quittent les bancs d'école pour aller directement au privé sans même jamais offrir de service au public. Alors, on se dit, OK, le gouvernement, il veut faire un peu la guerre à cette place que le privé prend de plus en plus. On peut le comprendre. Et hier, on apprend que le gouvernement élargit la liste des chirurgies qui sont admissibles dans les cliniques de chirurgie privée, donc otorhinolaryngologie, urologie, gynécologie, la hanche. Et là, on se dit, OK, mais là, le gouvernement, il fait-tu la guerre au privé? Il veut-tu plus de privé, moins de privé? Ou est-ce qu'il veut du privé juste quand il peut s'en servir pour diminuer les listes d'attente avec lesquelles il est pris et il est incapable de répondre? Fait que le privé, c'est-tu le mal nécessaire? J'arrive difficilement à expliquer la logique gouvernementale en matière de privé. Je te comprends très bien, mais moi, dans le cas du projet de loi 83, là, on a visé, dans l'explication, dans le discours et tout ça, on a visé vraiment ceux qui quittent les études, qui finissent leurs études et s'en vont dans le privé directement. Ça sera plus possible. Mais à mon avis, ce qui est pire, c'est ceux qui quittent le Québec, là. Là où il y a la vraie... Oui. Parce que si tu t'en vas dans le privé, dans ma tête, c'est un moindre mal. Tu vas quand même soigner du monde au Québec. Bon, à la limite, on peut dire, regarde, on veut vraiment que tu fasses du réseau public. Il y a un bout que je pourrais comprendre, là. Mais ce qui est vraiment grave, exemple, tous ces étudiants qui font leur diplôme à McGill, payés, subventionnés à 90% avec nos taxes et impôts, et qui tout au long de leur parcours ont une intention, peut-être qu'ils le disent pas publiquement, mais ils ont une intention de s'en aller travailler en Ontario ou dans une autre province. Là, ça peut être pas nécessairement des Ontariens venus étudier, ça peut être des Montréalais, mais qui veulent pas vivre, ils veulent plus vivre à Montréal. Ils disent, moi, je fais mes études ici à McGill, je vais aller travailler ailleurs ensuite. Là, c'est une perte sèche pour le Québec, puis on a l'impression qu'on met moins la loupe là-dessus. Et en nombre, parce que le privé, c'est quand même des petits nombres. On dit que c'est une tendance, il y en a plus qu'avant, mais c'est quelques, mettons par année, là, c'est quelques médecins, à mon avis... moins de 100. Oui, quelques dizaines, là, c'est des petits nombres. C'est probablement beaucoup plus là, qui quittent le Québec carrément, qui pratiqueront pas leurs 5 années dans les hôpitaux québécois. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que c'est l'arbitrage qui a été fait pour ne pas imposer la clause dérogatoire? Parce que là, c'est limiter la liberté de mouvement. C'est ça, à travers le Canada. À travers le Canada. Et là, la Charte des droits et libertés, tant québécoise que canadienne, ne permet pas de venir mais tu sais, la seule solution, il y en a juste une, c'est d'augmenter les frais de scolarité, de dire, regarde, le diplôme en médecine, tu le payes. Et on a un programme de prêts et bourses spécial. Alors là, c'est un programme gouvernemental de prêts et bourses. Et là, quand tu obtiens tes prêts et bourses, puis il y a des bourses généreuses, pour comprendre, pour aller recruter des médecins dans toutes les classes. Mais là, par contre, ta bourse, si tu travailles pas au Québec, là, il faut que tu la redonnes. Tu comprends? Donc là, tu payes ton diplôme, puis ton diplôme, il vaut des fortunes. Tu payes ton diplôme. La société te donne une gigantesque bourse pour faire ton diplôme, mais faut que tu la rembourses à la société d'une certaine façon. À mon avis, c'est dans cette logique-là, mais là, je comprends que les carrés rouges... Moi, je dis ça en théorie. J'allais dire ça, là. Je sais bien que c'est pas faisable politiquement, là, tu sais. Je vois déjà le monde enlever la poussière sur leur carré rouge, là, pour le raccrocher dans les leur casseroles, chandail, les marches avec les casseroles. Ouais, on voit tout ça. Il y a Sonia Lebel qui veut réformer complètement tout le régime des négociations du secteur public.
C'est dans le cadre d'une déclaration ministérielle hier où Sonia Lebel a exprimé son intention de mener une réforme sur la manière avec laquelle on négocie nos conventions collectives. Mario, rappelle-toi, il y a 1 an, là, on était pris dans les grèves, tout le monde était à cran, le monde était dans la rue, on savait pas comment ça allait finir cette histoire-là. Bon, on a fini par tout donner, mais là, Madame Lebel, elle dit, il faudrait revoir ça. Il y a trop de tables. Il y a des tables régionales, il y a des tables sectorielles, il y a des sous-tables sectorielles, il y a la table centrale. Il y a là où on parle du normatif, là on parle du financier puis de la rémunération. Mais elle n'a pas exprimé exactement à quoi elle voulait s'attaquer. J'ai hâte de voir le projet de loi parce que le projet de loi va suivre éventuellement. Mais ce qui était surprenant hier, Mario, c'est de voir les syndicats applaudir là, puis dire bravo à Sonia Lebel qui veut réformer la manière avec laquelle on négocie aujourd'hui, alors que la manière avec laquelle on négocie aujourd'hui est vraiment en faveur des syndicats là, qui continuent à accumuler les acquis sur acquis sur acquis et à cadenasser toute capacité de pouvoir gérer les systèmes, notamment le système de santé. Alors, est-ce que ces applaudissements des syndicats hier, c'est parce qu'elle a aussi annoncé qu'il n'y en aurait pas de maraudage dans le cadre de, finalement, le fait qu'en Santé Québec devienne un employé unique. Puis là, c'est pas la journée de faire des communications mes figues, mes raisins, mais j'ai hâte de voir les syndicats étudier le projet de loi et commenter le projet de loi parce qu'on ne sait pas encore où ça va s'en aller, cette histoire-là. Oui, mais sont quand même. Sonia Lebel place les syndicats dans une position délicate. Là. L'idée de moderniser et surtout l'idée de dire il faut que le régime de négociation, dans sa base, là, quand on dit OK, on donne une augmentation de salariale, mais en échange de meilleurs services, ça, il faut que ça soit discuté aux mêmes tables. Là. Tu comprends? Oui. J'avance l'argent, là, j'avance un petit pourcent de plus, mais je veux de la souplesse, puis je veux des résultats pour plus de chirurgie ou plus de services à la population. Et je pense que la population est impatiente de ça. Là, ce sentiment, on paye toujours plus, est-ce qu'on a le service? Donc, à mon avis, sur celle-là, autant l'aspect modernisation que l'aspect service à la population, Sonia Lebel, elle part avec un avantage. Et oui. Tu sais, des fois, on dit les ministres restent trop longtemps à la même place, mais là, t'as l'avantage de... Elle a vécu, je pense que c'est quasiment jamais arrivé, une présidente du Conseil du Trésor qui est en poste pendant 6 ans, un mandat et demi, a vécu 2 rondes complètes de négociations. Elle a tout vu, tout vécu, tout observé. Parce que là, elle se retrouve tout à coup dans une position idéale, elle, pour voir qu'est-ce qui doit être réformé, là. Tu sais, qu'est-ce qui doit être changé. Ça va être à suivre. Et là, en fait, ce qui est intéressant dans Sonia Lebel, c'est que elle veut probablement lier la rémunération, comme tu le disais, aux autres clauses, aux autres éléments de négociation. Et là, elle se met vraiment en mode de laisser son empreinte sur le Conseil du Trésor exact. Et sur les conventions collectives. Elle laisse un leg potentiellement qui serait intéressant pour ceux qui pourraient lui succéder. Un petit mot, qu'est-ce qui s'est passé hier? Un accrochage à l'Assemblée nationale avec Ruba Gazal? Oui, hier, c'était assez intéressant de voir ça à l'Assemblée nationale. Ruba Gazal, qui est maintenant l'unique porte-parole présente en Chambre, qui pose des questions, et donc c'est le premier ministre qui répond. Oui, parce que Gabriel Nadeau-Dubois a eu son enfant hier. Ben oui. Félicitations, la bravo. petite Louise, félicitations aux parents et à Hélène. En fait, ce qui était intéressant, elle posait des questions sur la francisation, sur les coupures en francisation, puis elle donnait sa propre expérience. Elle, c'est une enfant c'est une réfugiée qui est arrivée, qui a eu accès à des cours de francisation. Et le premier ministre s'est levé pour partir sur une réponse sur il y a trop d'immigrants. C'est ça le problème, c'est qu'il y a trop d'immigration, un discours que l'on connaît. Et c'est là où Ruba Gazal a dit, pourquoi le premier ministre, à chaque fois qu'il parle, il me fait sentir de trop. Et là, Simon Jolin Barrette a pas aimé ça. Il y a eu une petite foire d'empoigne. Là. Disons que pour la première semaine de Ruba Gazal, comme porteuse des questions à Québec solidaire, elle a déjà vécu le baptême de feu. Elle a eu le baptême de feu, puis elle l'a elle-même sollicité. Je pense qu'on devrait tous baisser d'un cran là, notre réaction à tout ce qui touche l'immigration, à nous personnellement. Il n'y a plus de discussion possible de part et d'autre. Tant elle qui ramène ça sur son expérience personnelle, tant Simon Jolin Barrette qui dit qu'elle fait comme Haroun Bouazi. Ouais, ben c'est ça l'accusation, c'est qu'elle reprend par la bande le procédé, sans reprendre les mots, le procédé d'Haroun Bouazi. C'est quand même une accusation sévère là, de Jolin Barrette.
Ben, il faudrait pas commencer à utiliser Haroun Boisie pour en faire des attaques politiques. Là. L'Assemblée nationale a parlé d'une seule voix. Là, c'est le temps de mettre Haroun Boisie à autre chose. Puis c'est pas une manière de s'attaquer à une chef de parti, une chef parlementaire du parti non plus. Yasmine, merci beaucoup. À demain. Bye bye.